Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro. N'avez-vous pas déjà eu la sensation d'une image tellement lumineuse ou d'une image floue, désagréable à regarder lorsque vous observez la Lune? Eh bien, aujourd'hui, nous allons démarrer notre série sur l'observation et la photographie de la Lune, et je vous propose de commencer par une petite checklist des différentes problématiques que l'on peut rencontrer lorsqu'on observe la Lune. Sa luminosité et son contraste sont finalement impardonnables vis-à-vis de ces problématiques, et effectivement, il arrive parfois d'être un petit peu déçu d'une telle observation. Alors je suis conscient que les plus expérimentés, les plus aguerris d'entre vous savez déjà comment résoudre ces problèmes, mais je vous propose de passer en revue ces différents points de façon à aider les néophytes et les débutants à essayer de mieux comprendre le fonctionnement de leur télescope, de façon à vous permettre une meilleure observation. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors bien évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous avez un télescope d'entrée de gamme, alors effectivement celui-ci est un télescope à miroir, mais avec des oculaires d'entrée de gamme, ou une petite lunette dite achromatique, donc généralement ce sont les lunettes à moins de 100-150 euros, vous pouvez avoir cette désagréable sensation d'avoir un contour de la Lune qui sera bleu, et un autre contour de la Lune qui sera plutôt rouge-orangé. Ce type d'aberration, qu'on appelle du chromatisme ou des aberrations chromatiques, est signe qu'il s'agit donc d'optiques de mauvaise qualité, ce qu'on appelle des optiques achromatiques. Ça peut venir soit de l'instrument, s'il s'agit d'une lunette, soit des oculaires, voire éventuellement les deux cumulés. Et donc là, dans cette situation, je ne vais pas vous faire d'illusions, il va falloir changer d'instrument parce que tout simplement, on ne peut pas résoudre ce type de problème. Donc effectivement, si vous avez par contre un télescope à miroir comme ce petit Skywatcher 76-300, et finalement tous sont les mêmes, ils sont tous taillés par la même usine, c'est un télescope à miroir, et même s'il génère de la distorsion de coma, il ne génère pas d'aberration chromatique. Donc en fait, elle ne proviendrait que des oculaires. Si vous le remplacez par cet oculaire, par exemple un Celestron XCell LX, je peux vous garantir que l'image est étonnamment nettement meilleure. Et en fait, finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça, ces petits télescopes. Par contre, s'il s'agit d'une lunette d'entrée de gamme, là, je vous le confirme, ça vient déjà de la lunette. Après, mettre des meilleurs oculaires va vous aider, mais néanmoins, vous n'arriverez jamais à les supprimer totalement. Et donc là, il faut se poser la question de passer sur un instrument de meilleure qualité. Donc là, je vous renvoie aux différents tutoriels que vous trouverez sur Internet, et même ceux qui sont sur ma chaîne, pour choisir un instrument de meilleure qualité. Il vous arrive parfois d'avoir une image un petit peu désagréable à observer, cette impression de ne pas arriver à faire la mise au point. Quelquefois, votre image va être nette sur un plan un peu vertical, et puis vous faites un peu la mise au point, elle est nette plutôt sur un plan vertical. Donc voilà, c'est cette sensation un peu d'une espèce d'astigmatisme, et pourtant c'est pas forcément très logique. Eh bien ça, c'est un signe tout à fait évident que vous pouvez avoir un problème de collimation. Alors je n'ai pas encore eu le temps de vous enregistrer un tutoriel complet sur la question de la collimation d'un instrument. Effectivement, il faut comprendre un petit peu la géométrie, etc. Et ce n'est pas ma priorité dans l'immédiat puisque je travaille par rapport à l'actualité. Ceci dit, je vous renvoie aux excellents tutoriels qui ont été faits par Guillaume de la chaîne Astronaute. Et donc vous avez un tutoriel sur la collimation au laser, et un deuxième tutoriel sur la collimation au Cheshire. Et d'ici quelques mois, donc je vous invite à consulter les liens dans la description, d'ici quelques mois, je vous proposerai mon propre tutoriel sur cette problématique avec aussi mon expérience issue de la construction par moi-même donc de mes propres télescopes. Donc la Lune, vous le savez bien, est très lumineuse et très contrastée. On peut l'observer à l'œil nu, bien évidemment. Avec une paire de jumelles ou avec un télescope d'entrée de gamme, un télescope pour enfants, vous pouvez déjà faire une observation franchement sympa. Toutefois, vous allez être confronté assez vite à 2-3 difficultés, à mon avis.
La première chose, c'est qu'elle est très lumineuse et que finalement elle devient éblouissante et peut engendrer même une sensation de picotement et de faire mal aux yeux. La deuxième chose, c'est que quelquefois elle n'est pas toujours tout à fait nette, etc. Et donc il faut essayer d'améliorer tout ça. Donc le premier sentiment inconfortable quand on regarde la Lune, c'est sa luminosité. Elle est très lumineuse, même dans un petit instrument, et à mesure que vous allez grimper en diamètre, bien évidemment, là, elle va commencer à devenir même douloureuse à observer. Donc je vous conseille d'utiliser des filtres. Alors des filtres, ça existe depuis déjà longtemps. Ça, c'était un filtre Moon en 24.5. Ça datait des années 70-80 comme technologie. C'était un filtre de couleur vert. Et donc bien souvent, c'est ces filtres-là qu'on vous recommandera ou qu'on vous trouverait sur Internet. Là, il existe en 31,75. Ça coûte 12 €. C'est les filtres d'entrée de gamme que vous trouverez pour observer la Lune. Je vais vous les déconseiller et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous allez trouver des filtres. Alors celui-là est légèrement bleuté, c'est chez SV Bonnie, hein, on trouve ça chez AliExpress, ça coûte vraiment pas cher. Ou des filtres gris neutres. Donc celui-là est en 50.8, hein, ça c'est en 31,75, ça dépend de la taille de vos oculaires. Bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Celui-là, il a un taux de transmission qui est vraiment très faible. Je crois qu'il passe 13% de la lumière. Donc il est vraiment adapté à des très gros diamètres. Vous pouvez aussi également trouver des filtres de couleur gris neutre, dits polarisants, et donc dont le taux de transmission sera variable et que vous pourrez donc l'adapter en fonction vraiment de la luminosité, mais également de la focale de votre oculaire, puisque plus vous allez grossir, l'image sera un petit peu moins lumineuse. Mais le conseil que je vous donnerais, ce serait plutôt d'utiliser ce type de filtre-là. Donc c'est un filtre rouge 610 nanomètres, celui-là est de chez Bader. Et alors pourquoi est-ce que j'utilise ce filtre rouge de façon privilégiée? C'est tout simplement parce que l'œil est moins sensible dans la couleur rouge, d'une part. Donc effectivement, ça permet donc de diminuer encore le sentiment d'inconfort lié à son observation et sa luminosité. La deuxième chose, c'est qu'entre les différentes couleurs visibles donc à l'œil humain, eh bien, le rouge est celui qui a la longueur d'onde la plus longue, à contrario du bleu, bien évidemment, dont la longueur d'onde est plus courte. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que la longueur d'onde rouge est moins sensible à la turbulence de l'atmosphère que le bleu ou le vert. Et donc l'image de la Lune apparaîtra moins perturbée par ces turbulences. Donc, je peux vous donner un exemple. C'est une photo que j'ai faite de Saturne dans des conditions météo où la turbulence était assez élevée. Et vous pouvez constater que si je sépare donc cette photo en RGB, rouge, vert, bleu, puisque de toute façon le capteur de ma caméra était couleur, et bien vous pouvez remarquer que finalement j'ai beaucoup moins de définition dans la couleur bleue, et vraiment la couleur bleue bavait complètement, à contrario donc du rouge. Donc cette illustration nous permet de prendre conscience que l'observation de la Lune avec la couleur rouge est peut-être un peu meilleure que si vous l'observiez dans le bleu ou dans une couleur finalement neutre. Je pense que le neutre et le rouge sont donc complémentaires. On en reparlera de ce filtre rouge en photo, quand on fait de la photo monochrome. Je pense que c'est un bon compromis aussi. Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Nous parlions justement de la turbulence atmosphérique et finalement de ce tremblement de l'image. Donc bien évidemment, quand vous regardez par exemple au-dessus d'un barbecue, eh bien vous pouvez voir une image qui est en train de trembler. L'image n'est pas stable du tout. En astronomie, on a le même problème. Il a deux causes différentes et donc on va en parler un petit peu. Nous avons ce qu'on appelle la turbulence finalement du site dans lequel vous allez observer. Elle est liée à la végétation. Elle est liée à la présence de béton et en particulier la présence des maisons. C'est-à-dire que pendant la journée, ce béton a accumulé une certaine chaleur et va la restituer pendant la nuit. C'est particulièrement valable en été. En hiver, par contre, une maison qui sera mal isolée va donc donner de la chaleur finalement à l'air ambiant. Et donc vous allez avoir un peu une colonne d'air ascendant par-dessus la maison. Et ça va bien évidemment troubler vos images.
Donc cette turbulence du site, on ne peut pas toujours en faire grand chose, il faut essayer, voilà, il faut faire un petit peu des essais, mais évitez bien évidemment d'observer juste au-dessus d'une maison dont vous savez qu'elle est très très mal isolée. La deuxième turbulence, c'est la turbulence instrumentale. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que votre télescope ou votre lunette, la partie optique est faite en verre et son tube est généralement fait en métal, à l'exception des tubes qui sont faits en carbone, et d'ailleurs c'est la raison principale pour laquelle ces tubes sont faits en carbone, c'est justement parce que on parle finalement de ce qu'on appelle la capacité calorifique. Le métal comme le verre ont une capacité calorifique, c'est-à-dire qu'ils stockent la chaleur. Et donc, quand vous avez un télescope qui est à l'intérieur de votre maison où il fait 18-20 degrés, et que vous allez sortir à l'extérieur où il fait 5 degrés, voire si ce n'est pas 0 degré, eh bien, il va y avoir un échange thermique entre votre instrument et l'air ambiant. Et donc, votre télescope va se refroidir et va chauffer l'air. Ce qui se passe à l'intérieur de votre télescope, particulièrement quand vous avez un tube ouvert, vous allez avoir de l'air froid qui va rentrer par le bas par l'entrée du tube, mais en coulant sur le bas du tube. Il va échanger cette température avec le miroir primaire et ça va remonter sous la forme d'une espèce de colonne qui va remonter par la partie supérieure de votre instrument et sortir à l'embouchure de votre télescope. Alors sur un télescope de petit diamètre, l'échange thermique sera très très rapide. En revanche, si vous allez sur un télescope de 200, 250, 300 voire 400 mm, là bien évidemment la quantité de verre est beaucoup plus importante. Pour vous illustrer ça, un télescope de 200 mm, le miroir va faire 1,6 kg. Un 300 mm, il va faire 6,6 kg et 13 kg pour un 400 mm. Donc c'est une capacité calorifique qui est très importante et donc il est absolument nécessaire de sortir votre instrument avant l'observation de façon à ce qu'il se mette à température. Certains, parmi les plus gros, sont équipés même de ventilation avec un bon ventilateur motorisé à l'arrière du miroir primaire de façon à accélérer ces échanges thermiques et à faciliter ce qu'on appelle la mise à température. Donc ce phénomène-là, en fait, on peut le voir effectivement quand vous observez ce qu'on appelle la figure d'Airy, c'est-à-dire d'observer une étoile brillante mais en étant volontairement pas nette, et vous pouvez voir que ça tremble dans tous les sens, et en particulier en fait sur une moitié de ce grand cercle que vous allez observer. Et ça c'est vraiment une marque particulière de la turbulence instrumentale, et il faut l'éviter au maximum. Vous avez aussi des instruments fermés, bon, une lunette, un Maksutov ou un Schmidt-Cassegrain, vous allez avoir une première convolution d'air devant et une deuxième convolution d'air à l'intérieur. Donc là aussi, la mise en température est difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant et arriver un peu à sentir ces petits signes qui vous diront que pour le moment, vous n'êtes pas au maximum des capacités de votre instrument. Dans le sens inverse quand même, pensez à une chose, vous avez le risque d'avoir de la rosée sur votre instrument. On en parlait déjà la dernière fois. Donc pour ça, si vous voyez que votre voiture par exemple se couvre immédiatement d'eau qui commence à perler sur sa surface, ou pareil, quand vous touchez le métal de votre télescope, vous sentez que c'est humide, et bien là il faut tout de suite protéger l'instrument avec par exemple de la couverture de survie, du tapis de sol, ou carrément des dispositifs chauffants. En plein hiver, vous avez, et même en été d'ailleurs, vous avez un risque de rosée, que ce soit donc sur la lentille frontale d'une lunette ou sur le miroir, en particulier le miroir secondaire qui est plus à même exposé que le miroir primaire, dont de toute façon la capacité calorifique est plus importante. Ce sera pareil pour les oculaires, et la technique est tout simplement de les garder dans vos poches quand vous ne les utilisez pas. Et là, il faut savoir être patient également. Il faut utiliser, je vous conseille d'être bien confortable devant votre télescope, c'est-à-dire d'utiliser par exemple une chaise pliante de façon à prendre le temps de l'observation. Et n'observez pas simplement, voilà, 10 secondes, ça y est, j'ai vu mon truc que je voulais voir, terminé, et puis je passe à autre chose. Mais là, vous pouvez rester 30 secondes, 1 minute, 2 minutes à observer, et il va y avoir des moments où l'image sera plus nette que d'autres, justement à cause des variations de la turbulence du site dans lequel vous êtes. Une fois que la turbulence est à peu près maîtrisée, vous pouvez enfin aller au maximum des performances de votre instrument. Donc bien sûr, en fonction de l'oculaire que vous allez utiliser, le grossissement n'est pas le même. Mais finalement, jusqu'à quel grossissement pouvez-vous aller?
Si votre instrument fait 76 mm de diamètre par exemple, votre grossissement maximal doit être de 76. Et donc si votre rapport focal sur diamètre est de 4, et bien là à ce moment-là vous devez utiliser un oculaire de 4 mm donc de focale pour obtenir ce grossissement maximal, puisque vous divisez la longueur focale de l'instrument par la longueur focale de l'oculaire. Très sincèrement, déjà, obtenir une belle image avec un grossissement qui soit égal finalement au diamètre de votre instrument en millimètres est déjà un beau résultat, et vous avez de quoi déjà être très heureux si vous avez une belle image comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement le grossissement utile. Après, effectivement, le grossissement théorique est au double du diamètre en millimètres de votre instrument. Si votre télescope fait 200 mm de diamètre, le grossissement théorique est de 400. Alors ça, je vais être très honnête avec vous, c'est pas tellement possible avec des instruments d'entrée de gamme, et en particulier les Newton de fabrication industrielle. Tout simplement parce que la construction de ces télescopes est absolument astreinte finalement à un prix de revient, et le miroir, terminé ou pas, sera malgré tout vendu, même avec un état de surface qui soit un peu limite. Sur des télescopes de type Maksutov, Schmidt-Cassegrain, voire Ritchey Chrétien, qui sont vraiment beaucoup plus haut de gamme, ou sur des télescopes de construction Newton, mais artisanaux, donc par des artisans professionnels qui prendront le temps et qui sont finalement astreints à un devoir de qualité de votre instrument, là, à ce moment-là, vous allez d'abord être limité finalement par la turbulence instrumentale et par la turbulence de votre site. Et là, il faut avoir un panel oculaire, c'est pour ça que vous voyez, j'en ai 5, 4, 5. Il faut avoir un panel d'oculaire pour aller chercher ce que vous permet le site. Et il y a des moments donnés, voilà, vous êtes en train d'observer avec un oculaire d'une 10-15 mm, l'image est déjà pas mal. Et puis en fait, la turbulence s'effondre et là, l'air est extraordinairement stable. Et là, vous pouvez passer un grossissement beaucoup plus important. Éventuellement, vous pouvez utiliser une lentille de Barlow. Alors méfiez-vous juste d'une chose, hein, des lentilles de Barlow, particulièrement sur les lunettes, etc. C'est que si vous commencez à empiler beaucoup d'éléments à l'arrière du porte-oculaire, vous pouvez avoir éventuellement des phénomènes un peu de torsion, etc. qui vont faire perdre peut-être un petit peu la collimation. Mais donc vous pouvez, dans certains cas, quand le ciel est exceptionnellement stable, pouvoir pousser sur un grossissement plus important, et là, à ce moment-là, vous faire véritablement plaisir. Voilà, nous avons passé en revue un peu tous les différents points qui pouvaient en amener à vous donner une mauvaise image, une image désagréable. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser vos questions ou pour réagir. Bien évidemment, à laisser un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu et à vous abonner et cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes concernant l'observation et la photographie de la Lune. Le programme sera très très dense et très très rapide. Alors je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.